Bon, on va reprendre. Donc là, on quitte le poumon et on passe aux bronches. Donc les objectifs, en fait, il va y avoir deux parties dans le cours. C'est d'abord on va d'abord parler des résistances des voies aériennes et on va parler un tout petit peu aussi de comment on explore le débit bronchique, mais vous le ferez mieux en ED. Et ensuite, on parlera de la fonction de clairance mucociliaire. Et on parlera notamment donc un peu du mouvement ciliaire et un peu de la structure et de la fonction du liquide de surface des voies aériennes. Donc les objectifs, c'est de comprendre la notion de résistance, d'acquérir les premières notions d'exploration du débit bronchique et de comprendre aussi la fonction de clairance mucociliaire. Donc dans le plan, on va d'abord revoir un tout petit peu la structure des voies aériennes, évidemment ce dont on a besoin pour le cours. Ensuite, vous allez voir, on va parler en fait du muscle lisse bronchique. Finalement, c'est le muscle lisse bronchique qui va être le plus important pour ce qui est de parler de la résistance, de la mesure qu'on fait du VEMS et parler de la bronchomotricité. Et puis au contraire, pour ce qui est de la deuxième partie, pour la clairance mucociliaire, eh bien c'est l'épithélium bronchique et les glandes sous-muqueuses qui vont être dont on va parler. Donc voilà. Alors les bronches, eh bien vous savez, on dit que c'est un arbre bronchique parce qu'en fait c'est les voies aériennes qui commencent quand on parle des voies aériennes inférieures, donc sous le larynx, par la trachée qui se divise en deux, en deux bronches souches, qui elles-mêmes vont se diviser en bronches lobaires et puis finalement petit à petit des divisions bronchiques, on va arriver donc aux bronchioles terminales qui vont se poursuivre avec les canaux alvéolaires. Alors si on regarde la structure, donc on retrouve ici nos bronches là qu'on aperçoit entre les deux poumons et ici donc c'est le larynx où on voit donc la trachée, les cordes vocales. En fait, vous voyez ici cette espèce de verre là, en fait c'est du mucus et on va en reparler de ce mucus puisque vous vous en rendez pas compte, mais en fait le mucus est extrêmement important et il est dégluti. Donc il passe de la trachée dans l'estomac et il va être dégradé dans l'estomac par le pH acide de l'estomac. Donc ce mucus, on va en reparler dans la deuxième partie du cours. Si on regarde l'épithélium bronchique, eh bien ça c'est l'épithélium tel qu'il apparaît dans les grosses voies aériennes. Donc c'est un épithélium où on peut déjà voir, il y a un épithélium de surface et puis des glandes séromuqueuses. Il y a différents types cellulaires. On voit qu'il y a des cellules qui sécrètent des substances et ces substances, eh bien elles vont se retrouver donc à la surface des voies aériennes. Et on voit qu'à la surface des voies aériennes, eh bien il y a une substance qui semble avoir deux phases. Et effectivement, c'est le liquide de surface des voies aériennes, avec d'abord un liquide périciliaire, donc ça ne se voit pas très bien ici, mais il y a des cellules qui ont des cils, et puis ici le mucus. On va en reparler. On voit également qu'il y a du muscle, donc du muscle lisse, qui va jouer un rôle important, et que pour certaines structures, notamment dans les voies aériennes larges, eh bien, il y a du cartilage qui va donc maintenir, qui va maintenir les voies aériennes, donc avec une structure assez solide, et c'est ce cartilage ici qu'on aperçoit au niveau de la trachée, un cartilage en fer à cheval, c'est-à-dire qu'en partie postérieure, le cartilage n'est pas fermé. Mais on voit aussi que cette structure au niveau des voies aériennes larges, en fait, elle va varier, bien sûr. On ne peut pas avoir la même structure dans la trachée et dans les toutes petites bronchioles terminales. Et au niveau des bronchioles terminales, eh bien, on a toujours un épithélium où on voit qu'il y a des cellules sécrétantes, etc. Mais il a changé de taille, il est plus petit. Les cellules ont également un tout petit peu changé. Évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails. Et puis, finalement, il se poursuit avec l'épithélium alvéolaire, d'accord, c'est une suite, hein, bien évidemment il n'y a pas de rupture, il va se poursuivre avec l'épithélium alvéolaire où là on voit donc le cytoplasme du pneumocyte 1, donc très étalé, on voit le pneumocyte 2 et puis on voit aussi donc le vaisseau avec le globule rouge qui va jouer un rôle important dans la physiologie respiratoire, on en a parlé, et puis on voit aussi que notre liquide de surface des voies aériennes, eh bien, il va se poursuivre avec le surfactant dont on a parlé au niveau de l'épithélium alvéolaire. Et puis, dans les bronchioles, eh bien, on a encore du muscle lisse, en revanche, on n'a plus de cartilage.
Alors, si on regarde, là c'est des schémas, mais maintenant si on regarde des coupes vraiment, eh bien on retrouve ce qu'on a vu, c'est-à-dire que là par exemple, au niveau de la trachée, on a un épithélium respiratoire, ici l'espace trachéal, enfin l'espace aérien, du muscle lisse, des glandes séromuqueuses et du cartilage qui va maintenir la trachée ouverte. Dans les bronches, on a la même structure, mais on est déjà plus bas. On voit du tissu alvéolaire, d'ailleurs, autour des bronches, vous voyez. Et puis, on voit le muscle lisse. En revanche, il n'y a plus de cartilage. Donc, si ce muscle lisse se contracte, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une contraction de la bronche et donc une diminution du calibre bronchique. Et on va en reparler. On a des glandes séromuqueuses qui sont encore assez abondantes. Là, on en voit. Et on a un épithélium avec la lumière bronchique. Alors, cette lumière trachéale, cette lumière bronchique, elle est bordée par un épithélium de type respiratoire. Cet épithélium de type respiratoire, donc là vous avez commencé, ça y est, l'histologie bronchique, ça y est? Toujours pas, mais je comprends pas, c'est pas normalement censé être en parallèle? D'accord. Alors, on verra tout à l'heure la structure. Et là aussi, toujours pour avoir des généralités, vous voyez que l'épithélium bronchiolaire, c'est pas tout à fait la même structure, il y a plus tout à fait les mêmes cellules, et la bronchiole terminale, donc elle va finalement aller vers la bronchiole respiratoire, puis les canaux alvéolaires. D'accord ? Il y a une espèce de continuité entre le tissu bronchiolaire, respiratoire, puis alvéolaire, et donc l'air inspiré va suivre ce trajet. Alors, le muscle lisse bronchique, eh bien, on a vu les voies aériennes, elles vont conduire le gaz inspiré, bon, expiré aussi, mais vous allez m'épargner, donc je ne vais pas à chaque fois parler inspiré, expiré, on va surtout parler là de inspiré, mais c'est la même chose dans l'autre sens. Donc les voies aériennes, elles conduisent le gaz inspiré jusqu'aux alvéoles, où vont avoir lieu, on l'a vu, les échanges gazeux. Et on a vu également le diamètre des voies aériennes, il va diminuer progressivement de la trachée aux bronches, puisqu'elles se divisent, et petit à petit, le diamètre diminue énormément. Et donc le diamètre des bronches et des bronchioles, dont les parois ne contiennent pas de cartilage, on a du cartilage dans la trachée, dans les grosses bronches, puis après il n'y a plus de cartilage. Donc le diamètre des bronches et des bronchioles, lorsqu'il n'y a pas de cartilage, eh bien, il peut diminuer encore lorsque le muscle lisse, qui est présent dans la paroi, va se contracter. Alors, dans les bronches, on peut raisonner comme ce que vous avez déjà appris pour les vaisseaux. Le gaz, il va s'écouler de la zone de haute pression à une zone de basse pression. D'accord ? C'est déterminé, si on représente les bronches comme un grand tuyau, le gaz va s'écouler ça on l'a déjà vu, entre la pression atmosphérique et la pression qui règne dans les alvéoles. Et évidemment, il va y avoir une résistance au débit, c'est la résistance des voies aériennes. Alors cette résistance, de quoi elle dépend ? Eh bien la résistance, elle va dépendre, on ne peut pas la mesurer, elle va dépendre de la viscosité du gaz circulant, de la distance entre les deux points et du rayon intérieur du tube. Et là, c'est la loi de Poiseuille qui nous donne la valeur de cette résistance. Elle est égale à 8 états, la viscosité, multipliée par la longueur, la distance, sur pi r puissance 4. Et ça, c'est dans des conditions spéciales qu'on considère vérifiées dans les voies aériennes. Si on regarde mieux, la distance, elle est fixée, d'accord ? La distance, c'est une distance anatomique, on ne peut pas la changer. La viscosité du gaz, généralement, elle est constante. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Si vous allez dans un sauna, la viscosité de l'air va être beaucoup plus importante et vous pouvez éventuellement ressentir une gêne à la respiration. Mais donc, qu'est-ce qui va finalement conditionner la résistance des voies aériennes ? C'est le rayon. Or, vous voyez que le rayon, ce n'est pas simplement le rayon, c'est le rayon puissance 4. C'est-à-dire que si je diminue le rayon par 2, en fait, la résistance, elle va augmenter de 2 puissance 4. En fait, si je passe de 4 à 2, en fait, la résistance va augmenter avec une puissance 4 de la diminution du rayon. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la résistance des voies aériennes dépend du rayon de la lumière bronchique, et que si le rayon diminue, la résistance augmente, mais avec une puissance 4 du rayon. Alors, si on regarde, vous vous souvenez, on a vu que les facteurs qui influencent le travail respiratoire, c'est le travail que les muscles respiratoires doivent fournir pour qu'il y ait une inspiration. Les facteurs qui influencent le travail respiratoire, c'est la compliance pulmonaire, et c'est la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air.
Et puis on avait dit, en situation normale, en fait, la résistance des voies aériennes est bien moindre, enfin, le travail qu'il faut pour vaincre la résistance des voies aériennes est bien moindre que le travail qu'il faut pour vaincre l'élastance pulmonaire, et donc on va négliger les voies aériennes. Mais là, maintenant, on en parle un petit peu. Alors, essayons de voir la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air. En fait, qu'est-ce que c'est et où elle se situe? Alors, si on regarde les voies aériennes, en fait, on peut les représenter comme ça. Il y a des divisions, d'accord? Ici, au début, elles sont cartilagineuses, puis après, il n'y a plus de cartilage, et donc on a une modification ou très peu de cartilage, et donc les modifications du diamètre vont jouer. Alors, on a d'abord une trachée. Il n'y a pas de division, donc il y a une seule trachée. Le diamètre, il est à peu près de 2 cm, et donc on peut mesurer la surface de section et voir, du coup, avec la surface de section, on va pouvoir voir le rayon du tube. Après, on a 2 bronches souches, elles sont un petit peu diminuées de diamètre, mais il y en a 2, etc. Et puis alors ensuite, on a des divisions, et donc les diamètres diminuent, mais on a un nombre énorme de bronchioles qui augmentent. Donc finalement, si on regarde la surface de section, on est au départ avec 2,5 cm², mais au final, au niveau des bronchioles, on va avoir 5 × 10 puissance 3 cm², parce qu'on a une diminution énorme du diamètre de chaque bronchiole, mais on a aussi une augmentation énorme du nombre de bronchioles. Et au final, si on fait une vue de l'esprit où on va faire qu'au niveau de chaque division, on regarde quelle est la surface de section totale de toutes les bronchioles, eh bien on arrive avec une grande surface de section. C'est un peu de cette façon, on peut raisonner un peu de cette façon. Finalement, notre arbre bronchique, en fait, en termes de surface, on est comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'au départ, on part d'une toute petite surface de section, et avec les divisions bronchiques qui diminuent de taille, mais qui augmentent en nombre, en fait, on a une surface de section, au final, qui est énorme. Et donc, dans ces conditions-là, la résistance des voies aériennes, elle va être plus importante, en fait, dans les voies aériennes proximales que dans les voies aériennes distales. Donc, 80% de la résistance intrathoracique, en fait, elle est dans les trachées et les bronches, chez le sujet sain. La particularité, c'est que la trachée et les bronches, elles sont cartilagineuses, et donc, même s'il y a une contraction du musculus bronchique, là, le diamètre de la trachée et des grosses bronches ne va pas changer. En revanche, les bronchioles, c'est un tuyau souple, sans cartilage, et donc il y a une diminution du diamètre possible s'il y a une contraction du musculus bronchique. C'est ce qu'on observe dans l'asthme, par exemple. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire avec des contractions du musculus bronchique inappropriées en réponse à des stimuli divers qui, évidemment, chez le sujet sain, ne vont rien entraîner, mais chez le sujet asthmatique, il va répondre en contractant ses bronchioles, son musculus bronchique. Et donc, il va y avoir une diminution du calibre bronchique, donc une augmentation de la résistance et une diminution des débits bronchiques. Et pourquoi c'est embêtant, l'augmentation de la résistance? Parce que du coup, ça entraîne que les muscles respiratoires doivent faire un travail supplémentaire pour vaincre cette résistance anormale. Dans les bronchopathies liées au tabac, c'est la même chose. En fait, dans les bronchopathies qu'on appelle les BPCO, les bronchopnéopathies chroniques obstructives post-tabagiques, eh bien, on va avoir aussi des anomalies du diamètre des bronches et une augmentation de la résistance des voies aériennes, plus liées à des obstructions bronchiques par du mucus qu'à des contractions du muscle. Alors, l'important, c'est de pouvoir explorer aussi cette fonction bronchique. De pouvoir mesurer ces débits bronchiques. Puisque si on a une augmentation de la résistance des voies aériennes, en fait, on va avoir des diminutions des débits bronchiques. Alors, pour mesurer les débits bronchiques, on va avoir un système qu'on appelle un pneumotachographe qui est fait de fins tubes que l'air va traverser en écoulement laminaire. Et on va prendre 2 prises de pression, la pression avant ces fins tubes et après, et on va pouvoir du coup mesurer les pressions. En mesurant les pressions, on va pouvoir calculer les débits et les volumes puisqu'on connaît la résistance de notre système ici. Donc en fait, on va demander aux patients, ici à la pneumotachographe, on va demander aux patients de faire des manœuvres inspiratoires et expiratoires, surtout expiratoires, et on va mesurer le débit
donc avant et après ce pneumotachographe dont on connaît la résistance, et du coup, en intégrant sur le temps, on va pouvoir obtenir des volumes. Alors, le volume le plus important, donc ça vous le reverrez en ED, hein. Le volume le plus important, c'est ce qu'on appelle le VEMS, c'est le volume expiratoire maximal à 1 seconde. Et donc, on va demander au patient d'inspirer à fond, puis de souffler très fort et le plus longtemps possible, mais surtout très fort, enfin les deux sont importants, mais pour le VEMS, en fait, donc on inspire à fond, et on va demander de souffler comme ça en allant le plus longtemps possible. Donc finalement, on va mesurer quel est le volume que le patient a expiré à la première seconde. D'accord ? Donc là, il est en volume courant. On lui demande d'inspirer à fond, puis de souffler très fort et le plus longtemps possible. Et on va mesurer le volume expiré, donc maximal, au bout d'1 seconde. D'accord ? Là, c'est une représentation des volumes en fonction du temps. Et donc là, à la première seconde d'expiration, combien il a expiré ? C'est le VEMS. Si on lui demande d'expirer à fond le plus longtemps possible, eh bien, on va arriver ici, il va rester dans ses poumons le volume résiduel, il aura expiré la capacité vitale, puisque là, on lui a demandé d'inspirer à fond. Donc, il est arrivé avec au-dessus du volume courant, le volume de réserve inspiratoire. On lui demande d'expirer à fond, donc il a expiré son volume de réserve inspiratoire, son volume courant, le volume de réserve expiratoire, c'est la capacité vitale. Normalement, en 1 seconde, on expire 70 ou 75% de la CV. Et donc, on va définir le rapport de Tifno, parce que c'est Tifno qui l'a décrit. Le rapport de Tifno, c'est le VEMS sur CV, qui doit être normalement supérieur à 70-75%. Généralement, sur les examens, ce n'est pas cette courbe que vous voyez. Vous allez voir quand on vous montrera en ED donc des exemples de patients. En fait, ce n'est pas la courbe volume-temps qu'on représente, c'est la courbe débit-volume. La courbe débit-volume, c'est cette courbe qu'on obtient ici. Donc là, il y en a 3 qui sont représentés. Cette courbe qu'on obtient, là, c'est le débit expiratoire de pointe. Et puis, à 1 seconde, généralement, on a expiré à peu près ça. Donc, c'est le débit en fonction du volume. Et là, on est parti de la capacité pulmonaire totale. Et ça nous donne le capacité vitale forcée. Donc, tout ça, vous le reverrez mieux en ED. Mais pour définir une maladie bronchique, on a vu au premier cours ou au deuxième cours, je ne sais plus, on a dit on peut explorer donc, et mesurer les différents volumes que le patient expire ou que le patient, le volume résiduel, la capacité pulmonaire totale, etc. Et on a défini, lorsqu'il y a une capacité pulmonaire totale qui est inférieure à la norme, eh bien c'est un syndrome, un trouble ventilatoire restrictif, et ça signe une pathologie pulmonaire ou bien aussi éventuellement de la cage thoracique ou musculaire. Et bien là, le trouble ventilatoire obstructif, lui, ça nous donne des renseignements sur les bronches, et il est défini par le VEMS sur CV qui est inférieur à la limite inférieure de la norme. Et c'est le degré de diminution du VEMS qui va nous donner l'importance de l'obstruction. Donc, quels sont les mécanismes du trouble ventilatoire obstructif ? Soit c'est une contraction du muscle lisse bronchique, donc c'est comme dans l'asthme, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ou bien c'est un épaississement de la paroi bronchique par une inflammation, par une obstruction des bronches, par du mucus, par une bronchopneumatique chronique obstructive post-tabagique, mais c'est aussi dans l'asthme, on a ça, il y a de l'obstruction du bronche par des mucus, ou dans une maladie qu'on appelle la mucoviscidose, qui est une maladie génétique qui donne des maladies bronchiques. Est-ce que ça va ? D'accord ? Donc les voies aériennes, c'est des modifications du débit et on les explore en regardant donc les débits bronchiques et on va signer un problème de trouble des voies aériennes s'il y a un trouble ventilatoire obstructif, c'est-à-dire une diminution du VMS sur CV. Maintenant, on pourrait se dire, bah oui, mais j'ai envie d'explorer, est-ce que je peux améliorer mon débit bronchique ? Alors là, il faut se rappeler un peu du système nerveux autonome. Vous savez que le système nerveux autonome, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux voies, le parasympathique, le sympathique, avec des ganglions parasympathiques et ganglions sympathiques. Il y a des neurones préganglionnaires, des neurones postganglionnaires, et il y a des médiateurs particuliers pour chaque voie. Pour les bronches, eh bien, la particularité, c'est que, enfin pas pour les bronches, mais pour le muscle lisse bronchique, la particularité, c'est qu'il est innervé que par la voie parasympathique. Et donc, si on donne de l'acétylcholine, on va entraîner une contraction du muscle lisse bronchique.
Mais la particularité, c'est qu'il existe des récepteurs bêta-2, il n'y a pas de voie sympathique, mais il y a des récepteurs bêta-2, et donc l'adrénaline circulante, par exemple, va aller stimuler ces récepteurs et entraîner une relaxation. Et de base, on a un petit tonus parasympathique bronchoconstricteur. Donc, on pourrait se dire, eh bien, je vais aller donner à mon patient un agoniste des récepteurs bêta-2. Du coup, si jamais ça entraîne une relaxation du muscle bronchique, eh bien, ça va pouvoir traiter, si son obstruction bronchique elle est liée à une contraction du muscle bronchique, je vais pouvoir traiter mon patient. Effectivement, c'est ce qu'on fait. Dans l'asthme, les patients prennent des aérosols d'agonistes de récepteurs bêta-2, donc le chef de file c'est la ventoline, et donc ils vont avoir la ventoline qui va arriver dans les voies aériennes, qui va traverser les parois bronchiques, aller jusqu'au niveau des récepteurs du muscle bronchique et entraîner une relaxation, et donc c'est le traitement de la crise d'asthme. Ça va être aussi testé au laboratoire. Si on voit un trouble obstructif chez les patients, eh bien on va donner au laboratoire un agoniste des bêta-2 ou un antagoniste des récepteurs acétylcholine et voir. On va refaire une mesure 15 à 20 minutes plus tard et voir s'il y a une amélioration du trouble ventilatoire obstructif. Alors, pour les résistances des voies aériennes, que faut-il retenir ? Normalement, le travail musculaire nécessaire pour vaincre la résistance des voies aériennes, on l'a vu, il est bien moindre que celui nécessaire pour vaincre les forces élastiques des poumons. 80% de la résistance intrathoracique, elle est au niveau de la trachée et des bronches, mais les bronchioles, ce sont des tuyaux souples avec une diminution du diamètre possible. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une diminution du débit bronchique, une augmentation donc de la résistance des voies aériennes et un travail nécessaire des muscles respiratoires plus important pour vaincre cette résistance des voies aériennes. C'est ça le problème de la crise d'asthme. La crise d'asthme sévère, quel est le risque ? Eh bien, c'est qu'il faille, les muscles respiratoires doivent faire un travail supplémentaire pour vaincre la résistance des voies aériennes et du coup, qu'il y ait in fine un épuisement de ces muscles et donc une détresse respiratoire. Alors, pour que vous vous rendiez compte, parce que ce n'est pas forcément évident, vous pouvez vous rappeler ce qui vous arrive quand vous êtes enrhumé. Quand vous êtes enrhumé, que se passe-t-il ? En fait, il y a quand vous avez attrapé un virus et que vous êtes enrhumé, il va y avoir des sécrétions, d'accord, vous mouchez, et puis il y a aussi une inflammation locale qui fait qu'il y a une vasodilatation, et donc, alors, il n'y a pas de muscle au niveau des voies aériennes supérieures, mais il y a une vasodilatation qui va contribuer, un épaississement de la muqueuse qui va contribuer à donc faire que vos voies aériennes supérieures vont être bouchées par le mucus, par l'inflammation. Dans ces cas-là, vous avez déjà expérimenté. Vous pouvez essayer de respirer par les voies aériennes supérieures lorsqu'elles ne sont pas trop bouchées, mais ça vous demande un effort considérable des muscles respiratoires. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce travail respiratoire que vous devez fournir qui va être trop important et vous allez décider évidemment pas consciemment, mais spontanément, vous allez décider de respirer par la bouche parce que la résistance à ce moment-là est bien moindre. Eh bien, ce qu'on décrit, ce que vous ressentez, que vous êtes capable de ressentir au niveau des voies aériennes supérieures, et ce travail des musculaires respiratoires qui est trop important, eh bien c'est ce qui va se passer au niveau des voies aériennes inférieures chez le patient qui a une crise d'asthme. En fait, il va avoir, du fait de la diminution du calibre des voies aériennes, une résistance des voies aériennes qui augmente au niveau des voies aériennes inférieures, et donc les muscles respiratoires qui vont devoir faire un travail supplémentaire à chaque inspiration pour pouvoir vaincre cette résistance. Alors, vous, au niveau des voies aériennes supérieures, vous pouvez décider de travailler, de passer par la bouche. Évidemment, au niveau de la trachée et des bronches, c'est pas possible. Et donc, ce travail supplémentaire à faire à chaque inspiration, ça peut conduire à un épuisement et à une détresse respiratoire et un passage en réanimation dans les crises d'asthme sévères. Alors, on revient à l'exploration des voies aériennes. Eh bien, on va surtout mesurer le VEMS, donc volume expiratoire maximal par seconde, et notamment en faisant une manœuvre qui s'appelle la courbe débit-volume. Et le VEMS sur CV inférieur à la limite inférieure à la norme, ça c'est un trouble ventilatoire obstructif qui signe donc une atteinte des voies aériennes. C'est bon ? Ok, alors ensuite on passe à l'épithélium bronchique et les glandes sous-muqueuses.
Alors, l'épithélium trachéal, voilà à peu près son aspect. En fait, si on regarde, on l'avait déjà vu un peu par les schémas précédents, on a différents types cellulaires. Clairement, on a un type cellulaire qui est des cellules ciliées, qui sont très importantes en nombre, on le voit, et qui vont donc être... donc ici, c'est la lumière trachéale, et donc on a des cellules ciliées. On a également des cellules sécrétantes, et ces cellules sécrétantes, vous voyez, elles sont très jolies, on les appelle les cellules caliciformes, avec un noyau qui est refoulé au pôle basal, triangulaire, et puis le cytoplasme qui est plein de sécrétions, ici, qui colorées en rose, et qui signent en fait la présence de sucre. On a d'autres cellules aussi, des petites cellules ici, qui sont les cellules basales. Alors l'épithélium respiratoire, enfin bronchique et trachéal, c'est un épithélium qu'on dit pseudostratifié, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les cellules reposent sur la membrane basale, et c'est un épithélium cylindrique puisqu'il est plus haut que large. Donc il repose sur une membrane basale, et au niveau du conjonctif, il y a des glandes séromuqueuses qui vont nous intéresser, et puis donc des vaisseaux, etc., et du muscle bronchique, on vient d'en parler. Alors si on regarde de façon un peu plus un peu plus précise en microscopie électronique, on retrouve nos cellules basales, on retrouve nos cellules ciliées, là avec les cils qui sont coupés par les microtomes, et on retrouve nos cellules caliciformes, donc qu'on appelle les goblet cells en anglais. Et notre cellule caliciforme, elles sont donc avec le cytoplasme plein de granules qui apparaissent clairs aux électrons. Mais on a d'autres cellules ici aussi, vous voyez, avec des cellules sécrétantes dont les sécrétions ne sont pas coalescentes comme les goblet cells. C'est des cellules avec des sécrétions qui sont opaques aux électrons. Ici aussi, on voit. Et ça, c'est des cellules séreuses, on va en reparler. C'est aussi des cellules sécrétantes. Alors si on reprend un schéma, eh bien on retrouve nos cellules ciliées, nos cellules goblet cells, les cellules séreuses, les serous cells en anglais, les cellules basales. Bon, il n'est pas trop terrible le schéma, mais j'en ai pas trouvé un de mieux. L'intérêt, c'est qu'il montre les glandes séromuqueuses, sauf que ici c'est faux, parce qu'en fait notre épithélium normalement va se poursuivre comme ça sur le canal collecteur. C'est pas du tout des cellules pavimenteuses comme ça. Il va se poursuivre sur le canal collecteur, et puis après il va se transformer pour avoir un seul type de cellules au niveau du canal collecteur, et puis dans les glandes, il va y avoir les mêmes types cellulaires séromuqueux, exactement les mêmes que ceux qui sont présents dans l'épithélium de surface. Sauf que les glandes, elles sécrètent un volume beaucoup plus important, évidemment, que les cellules sécrétantes de l'épithélium de surface. Et puis, il y a les cellules, elles sont pas directement en contact avec l'air. Il y a un liquide périciliaire dans lequel battent les cils et une petite couche de mucus, le tout formant mucus et liquide périciliaire, le liquide de surface des voies aériennes. Alors, il y a d'autres types cellulaires présents dans l'épithélium respiratoire. Nous, on va surtout s'intéresser aux cellules ciliées et aux cellules sécrétantes, c'est-à-dire les cellules à mucus et les cellules séreuses. Là encore, une autre figure de cellules de glandes sous-muqueuses. Vous voyez, on a toujours notre épithélium de surface qui repose sur une membrane basale, un conjonctif riche en vaisseaux, et ici énormément de glandes séromuqueuses qui sont où on a donc les deux types cellulaires, soit cellules muqueuses, soit cellules séreuses. Et donc je vous l'ai dit, on a en fait un tube collecteur qui finalement va aller vers le tube le tube étroit cilié en continuité avec l'épithélium de surface. Le tube collecteur, c'est un épithélium cylindrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il a aussi des fonctions, mais voilà. Alors finalement, pourquoi je vous parle tant de cet épithélium ? Parce qu'en fait, il va assurer la clairance mucociliaire. Alors la clairance mucociliaire, c'est en fait une voie une première ligne de défense de l'appareil respiratoire contre le milieu extérieur. Lorsque vous allez respirer, l'air que vous respirez, vous le savez, il n'est pas propre. Il y a des particules, il y a des virus, éventuellement des bactéries. Or, l'air qui va arriver au niveau des alvéoles, eh bien, lui, il va être relativement propre, normalement, et débarrassé donc de ces particules. Qu'est-ce qui va permettre de nettoyer cet air ? Eh bien, c'est le passage dans les voies aériennes, et notamment donc la clairance mucociliaire. Alors, la clairance mucociliaire, c'est quoi ? Eh bien, il va y avoir deux acteurs. En fait, les cils, que l'on voit ici, des cellules ciliées,
et puis le liquide de surface des voies aériennes. Ce liquide de surface des voies aériennes, il provient des goblet cells, des cellules caliciformes, et aussi des cellules séreuses. Elles sont moins nombreuses, on les voit moins bien en microscopie optique, on n'arrive pas à bien les voir, mais elles ont un rôle important. Et ces sécrétions, en fait, elles vont se répandre à la surface des cils. Alors, le mucus qui est présent à la surface des cils, il a une capacité à capter, on va en reparler, à capter les aérocontaminants. Les cils vont battre, il y a un battement ciliaire, et les cils vont du coup, avec leur battement, faire avancer le mucus, et ce mucus qui a pu capter les aérocontaminants va ensuite être dégluti au niveau donc, du carrefour aéropharyngé, c'était le premier schéma qu'on a vu, et du coup, il va être détruit avec les bactéries qu'il comporte, les virus, par le pH acide de l'estomac. C'est la même chose, d'ailleurs, ça existe aussi au niveau des voies aériennes supérieures. Il y a un épithélium respiratoire du même type, qui vont avoir un battement ciliaire, qui vont amener aussi les sécrétions, enfin les sécrétions et le mucus au niveau du carrefour aéropharyngé. Donc on va maintenant voir les différents acteurs, les cils et puis le liquide de surface des voies aériennes. Alors les cils, j'ai une ou deux diapos dessus parce qu'en fait ces cils dont on parle là, les cils de l'appareil des bronches, en fait leur structure est identique quel que soit l'épithélium dont on va parler. C'est-à-dire par exemple si on est au niveau de l'oreille, il y a une certaine partie de l'oreille où il y a un épithélium cilié, on a le même type de cils. Les trompes chez la femme, c'est le même type de cils. Le spermatozoïde chez l'homme, c'est le même type de cils. Donc alors là, pour les voies aériennes, il y a 200 cils par cellule. Ils vont battre avec un battement de 12 à 15 battements par seconde et ils sont à peu près 5 à 6 microns de long, encore que bien sûr la taille des cils va diminuer avec les voies aériennes. Dans les petites bronches, les cils vont avoir une taille moins importante. Et on a une structure ciliaire, donc c'est cette structure ciliaire que l'on trouve, que l'on observe en microscopie électronique, qui est toujours la même, quel que soit le type de cellule où on se situe. Il y a 3 parties, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a une partie ici qui est la racine ciliaire, qui est donc au niveau de la cellule. Ensuite, on a le corpuscule basal, qui est juste à la surface de la cellule. Et puis la tige, ou corps ciliaire, qui contient ce qu'on appelle l'axonème, c'est-à-dire tous les microtubules qui vont permettre le mouvement ciliaire. Et ces microtubules, eh bien, ils sont faits donc de différentes substances, notamment de tubulines, et ils vont avoir vraiment une structure extrêmement précise, faite, alors je ne vous demande pas de le retenir, mais je vous le cite, il y a 9 paires de microtubules périphériques, il y a une paire de microtubules centraux, on voit aussi que ces paires de microtubules périphériques ne sont pas pareilles que les paires de microtubules centraux, vous voyez que là, dans chaque paire de microtubules périphériques, il y en a un qui est complet et l'autre qui est incomplet, il y a des petits bras aussi de chaque... il y a des liens, donc ce qu'on appelle les bras de dinéine ici, au niveau des microtubules périphériques. Les microtubules périphériques sont liés aux microtubules centrales par des ponts, les ponts radiaires, et il y a des liens de nexine aussi qui lient les différentes paires de microtubules périphériques. Donc c'est une structure extrêmement complexe, bien connue maintenant. Pourquoi je vous en parle ? Parce que d'abord, c'est de fait de cette structure qu'il va pouvoir y avoir le mouvement ciliaire, qui est extrêmement important, et il y a des maladies qui sont liées à des anomalies de structure des cils. Par exemple, la maladie qu'on appelle la maladie des cils immobiles ou le syndrome de Cartagénaire, eh bien, il va entraîner une bronchopathie chronique parce que les cils dans les bronches ne fonctionnent pas bien, mais il va aussi entraîner une stérilité chez l'homme parce que le spermatozoïde, c'est la maladie, donc le spermatozoïde est immobile puisque le cil ne fonctionne, le cil du spermatozoïde ne fonctionne pas bien, enfin ne fonctionne pas. Et puis les cils, ils vont jouer un rôle aussi au moment du positionnement des organes pendant la vie fœtale. Et donc le cœur, il doit y avoir une dextroposition du cœur qui ne se fait pas. Et donc ces patients, dans le syndrome complet, ont le cœur à droite, ce qui ne les empêche pas de vivre, mais qui est une particularité bien sûr. Et donc il y a des maladies qu'on connaît de mieux en mieux. Là, c'en est une, mais il y a des maladies liées à des anomalies génétiques, notamment de la composition donc de ces bras de dinéine ou de nexine, de ponts radiaires, etc., de microtubules, et donc des maladies génétiques rares qui sont identifiées et qui entraînent des maladies bronchiques, notamment. Alors, le mouvement ciliaire, eh bien, le mouvement ciliaire est très particulier. C'est un peu comme un mouvement de fouet, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a l'impression que c'est uniquement comme ça. En fait, c'est un mouvement vertical, passif,
pour la partie comme ça en arrière. Et puis ensuite, c'est le mouvement actif qui nécessite l'énergie du bras d'inéine qui va permettre en fait le mouvement actif rapide, bref, qui permet la phase de propulsion du mucus. Alors, comment explorer les cils et la fonction ciliaire? En fait, le test de screening, donc qui va être fait facilement pour essayer de dépister les patients qui ont des maladies bronchiques, c'est mesurer le NO, l'oxyde nitrique nasal, qui est très bas dans les maladies ciliaires. On peut aussi faire des brossages de cellules nasales, étudiés bien sûr dans les services spécialisés, le battement ciliaire, l'ultrastructure ciliaire. On peut aussi faire des cultures de cellules, des études génétiques. Après, le cil donc va jouer un rôle important. On a vu les battements ciliaires, donc c'est des battements, c'est très coordonné. Je ne peux pas non plus entrer dans les détails, mais on a évidemment des millions de cils. Ces cils, ils vont pas battre de manière anarchique, ils battent de manière coordonnée et on a des phases aussi. Évidemment, pour que le mucus avance, il faut qu'au niveau, quand on regarde localement, au niveau géographiquement, il va y avoir des ondes d'avancée du battement ciliaire, c'est-à-dire qu'il y a une coordination aussi entre les cellules pour que ce battement ciliaire soit coordonné au niveau d'une cellule, mais même au niveau de plusieurs groupes de cellules, et que l'onde d'avancée du mucus, du coup, sous l'effet du battement ciliaire, soit correcte. Alors, l'autre important dans la clairance mucociliaire, l'autre partie importante, c'est le mucus, puisque le mucus, il est capable de capter les aérocontaminants. Et puis, le liquide périciliaire. Donc, tout ça, c'est le liquide de surface des voies aériennes. Le mucus, c'est lui qui va être transporté, c'est lui qui capte les aérocontaminants. Le liquide périciliaire, c'est le liquide dans lequel battent les cils. D'accord, les cils, ils battent pas dans l'air, ils battent dans un liquide, et le liquide périciliaire, il est de composition tout à fait très, très différente du mucus. Et si le liquide périciliaire n'est pas de bonne composition, ou n'a pas le bon volume, eh bien, les cils, du coup, ne battront pas bien, et la clairance mucociliaire va être anormale. Alors, le mucus, on va sécréter de façon normale 10 à 20 millilitres de mucus. Il a une épaisseur de 0,5 à 2 microns et il va piéger et éliminer les aérocontaminants, mais il a aussi comme rôle d'humidifier les voies aériennes, de protéger et d'isoler les cellules épithéliales. Il est composé en majorité d'eau, mais aussi de protéines et de glycoprotéines, les mucines. Alors les glycoprotéines, les mucines, en fait, ça veut dire qu'il y a un axe protéique sur lequel il y a des sucres, et ce sont ces sucres, en fait, qui vont capter les aérocontaminants. Enfin, non, ce sont ces sucres qui vont être des pièges aux bactéries, parce que les bactéries vont pouvoir aussi se fixer sur les sucres, mais il va y avoir aussi, ces mucines vont permettre de donner des caractéristiques au mucus. Vous avez tous déjà été enrhumés, vous êtes mouchés, vous avez vu que le mucus, c'est une substance très particulière, c'est pas de l'eau. C'est à la fois une substance liquide, mais c'est aussi une substance qui est élastique, qui a des propriétés d'élasticité. Donc des propriétés très particulières de mouvement. C'est ce qu'on appelle les propriétés rhéologiques du mucus, qui permettent à ce mucus à la fois de bouger sous l'effet du battement ciliaire et en même temps aussi de capter donc, les aérocontaminants. Et il a des propriétés antibactériennes, puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, les sucres sont des récepteurs aux bactéries. Alors, le mucus, il va être synthétisé à 90% par les glandes sous-muqueuses, qui notamment synthétisent les mucines. Mais le mucus, il a aussi des propriétés antibactériennes. Il a des protéines à activité antibactérienne dans le mucus. Et ça, c'est synthétisé par les cellules séreuses, où ici, on voit leur représentation donc en microscopie électronique. Alors, les mucines, je vais aller un peu plus vite là, parce que j'ai encore des choses à vous dire. Donc là, on a simplement, c'est des glycoprotéines, donc des chaînes d'acides aminés sur lesquels on va avoir des sucres qui se greffent. Il y a différents types de mucines. Je vais passer. Alors, l'autre élément, c'est le liquide périciliaire. Lui, il est à peu près de la taille des cils, à peu près 6 à 8 microns. Et il a une composition et une viscosité particulière. C'est l'épithélium qui va sécréter le liquide périciliaire et qui va contrôler donc le volume et la composition du liquide périciliaire. Alors, ceci se fait parce qu'il y a différents canaux ioniques qui sont présents au pôle apical, au pôle basal des cellules bronchiques.
Et globalement, en fait, il y a une sécrétion de chlorure et une absorption de sodium entre la lumière et l'espace interstitiel. Et la particularité, c'est que du coup, ces mouvements ioniques s'accompagnent de mouvements d'eau, et ceci va déterminer donc la composition et le volume du liquide périciliaire. Pourquoi je m'y attache? Parce qu'en fait, dans la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui est due à des mutations du canal CFTR. Le canal CFTR, c'est un canal chlorure, ici, qui est exprimé au pôle apical des cellules épithéliales bronchiques. Il est aussi exprimé dans plein d'autres organes. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie due à des anomalies de fonctionnement de ce canal chlorure parce qu'il y a des anomalies génétiques sur le gène. Et il va y avoir un mauvais fonctionnement de différents organes, mais notamment au niveau des bronches, et ça va être l'atteinte respiratoire qui va conditionner le pronostic vital des patients. C'est une maladie sévère dont vous entendrez plus parler en pneumologie. Alors si on reprend notre clairance mucociliaire, en fait, on a un système où on a un épithélium respiratoire qui est constitué de cellules ciliées. Les cellules ciliées vont battre et du coup transporter le mucus. On a des cellules séreuses et des cellules à mucus qui vont sécréter ce mucus. Ce mucus, il est constitué d'eau, de glycoprotéines, les mucines, et de protéines antibactériennes qui proviennent donc des cellules séreuses. Ce mucus, il est capable de capter les aérocontaminants, il est transporté par le battement ciliaire, et les cils battent dans le liquide périciliaire, dont la composition et le volume sont déterminés par l'épithélium bronchique. Alors, du coup, ce que je vous raconte et tout ce dont on vous parle, c'est évidemment le fruit de connaissances qui sont accumulées petit à petit. Il faut savoir que quasiment pour chaque domaine, il y a tout un pan de recherche encore qui se fait. Par exemple, il y a encore des articles qui paraissent sur quel est le système, le mucus, comment ça se passe, quel est le système exactement de transport du mucus, est-ce que c'est l'équivalent d'un gel qui est transporté sur du liquide ou d'un gel qui est transporté sur un système de brosse. Donc un article dans Science, qui est un très très grand journal récent, d'il y a 6 ans, qui essayait de voir comment pouvait être transporté exactement le mucus, quel était le système, avec des modèles in vitro pour essayer de reproduire donc la rhéologie du mucus. Donc c'est encore tous ces sujets, ils apparaissent peut-être pour vous très basiques, mais en fait la plupart font encore l'objet de recherches importantes, et les choses basiques bien sûr restent les mêmes, mais les détails qui peuvent modifier après les prises en charge des patients évoluent encore beaucoup. Alors finalement, quel est l'intérêt de notre clairance mucociliaire? Les bactéries, en fait, le fait qu'elles soient captées par le mucus et qu'il y ait ce battement ciliaire et ce transport mucociliaire, ça va permettre que les bactéries soient éliminées à peu près, si on est très grossier, en 6 heures, parce que le battement ciliaire permet d'avancer à peu près 1 mm par minute. Les multiplications bactériennes, évidemment, ça dépend des bactéries, mais on peut prendre en moyenne qu'une bactérie va se multiplier toutes les 20 minutes. Et donc, à ce moment-là, pendant ces 6 heures où les bactéries vont être présentes dans les voies aériennes, captées par le mucus, eh bien, finalement, les protéines antibactériennes qui sont présentes dans le mucus, sécrétées par les cellules séreuses, ça va permettre d'inhiber la croissance bactérienne pendant ces 6 heures. Mais si la clairance mucociliaire est inefficace, soit parce que le battement ciliaire n'est pas bon, maladie des cils, soit parce que le volume du liquide périciliaire ou la composition du liquide périciliaire n'est pas bonne, ça c'est le cas par exemple de la mucoviscidose, soit parce que le mucus n'a pas une bonne structure ni un bon volume, ça c'est le cas de toutes les maladies liées au tabac par exemple. Il y a des modifications de l'aspect du volume du mucus et de sa capacité antibactérienne. Donc si la clairance est inefficace, les bactéries elles vont acquérir une résistance contre les substances antibactériennes et elles vont recommencer à se multiplier et puis entraîner donc des infections bronchiques. Et la plupart donc de ces maladies dues à des anomalies de la clairance mucociliaire, ça va aussi s'accompagner d'infections bronchiques récidivantes qui vont finalement détruire petit à petit les bronches et aussi entraîner des anomalies du parenchyme pulmonaire. Donc finalement, l'épithélium bronchique, de quoi il faut se rappeler? Eh bien, l'épithélium bronchique qui permet la clairance mucociliaire, qui est un moyen de défense de l'immunité innée.
Il y a deux acteurs, les cils et le liquide de surface des voies aériennes. Les cils, rappelez-vous l'importance de l'ultrastructure ciliaire. Et pour le liquide de surface des voies aériennes, il est constitué du mucus et du liquide périciliaire. Et les bronchopathies par anomalie de la clairance mucociliaire sont des maladies sévères, comme les dyskinésies ciliaires primitives ou la mucoviscidose. Voilà, je crois qu'on a fini. Ouais, c'est ça. Des questions? Non, je vous ai tué là. Bon.